C'est bon, petit bip, hop. Je dois vous informer que cet entretien sera filmé intégralement. Ça va pas être possible, commissaire. Il est pété le truc. C'est Bestel, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Mademoiselle de Ray, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé. Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes épisode 3, je suis David Honora et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois en direct du Festival de Cannes. Alors là il pleut, la météo est pas avec nous, je sors de mon film de scandale lyonnais dont je vous avais parlé dans le premier épisode, c'était fantastique, ça s'appelle Alice et le maire de Nicolas Pariser avec Lucchini et Anaïs Desmoustiers et c'est extraordinaire, c'est vraiment très 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 bon, c'est drôle, c'est hyper bien écrit. Ça sort le 2 octobre 2019 et on va commencer l'émission et aujourd'hui je suis en compagnie d'Hugo Alexandre. Salut David. Et puis comme d'habitude de Perrine Kenson qui Bonjour. Va bien. Ça va. Et qui va commencer en nous parlant d'Elton John et de Les Nuls. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Et de Les Nuls, exactement. Voilà, Cannes, jour 274. L'alcool remplace petit à petit l'eau de mon sang et la file d'attente est devenue une nouvelle passion. En journée, en soirée, il faut faire le piqué. Et maintenant, sous la pluie, comme tu le disais, au grand désarroi, j'imagine, de Daniel Andreev, aussi notre fan maison de la météo. L'autre soir, en me baladant sur la Croisette, j'ai entendu ça. Mais à qui appartient cette trompette qui refuse de s'arrêter ? Allez, fin du suspense, à Alain Chabat, évidemment. Jeudi soir avait lieu la projection au cinéma de La plage de la Cité de la Peur. Le film fête ses 25 ans et a été projeté dans une copie restaurée 4K. Tout Cannes était là pour célébrer Serge, Odile et Simon et la sous-préfète. Et ça a mis Thierry Frémaux, le délégué général du festival, en joie. Visiblement, il s'est même cru au stade, je pense. Un moment, la projection s'est arrêtée. Alain Chabat et Gérard Darmon sont montés sur scène pour rejouer en live la Carioca sous les yeux plus qu'enthousiasmés des spectateurs qui ont tout chanté. Allez, pour la peine, on se remet un petit coup de Carioca, car ce n'est pas du foxtrot, ni de la polka. Je sais plus danser la carioca. Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Et tant pis s'il faut dire à l'équipe de la Cité de la Peur au revoir, un autre son m'a interpellé. À quelques encablures du serial killer de la Croisette, un Rocketman offrait un mini-concert, mais alors mini, le concert parce qu'on parle de 2 chansons, en fait, mais bon, c'était quand même très bien. Après la projection endiablée du film de Dexter Fletcher, dont nous vous parlerons vite, la soirée s'est déroulée sur la plage du Carlton, entre lunettes à paillettes géantes et Taron Egerton, qui a lui aussi poussé la chansonnette. C'était émouvant, c'était fort. J'avoue, j'ai lâché une larme d'eau car je ne suis pas faite que d'alcool. Mais celui qui en parle le mieux, c'est sûrement Elton lui-même. For me and for the cast of this movie and for everyone at Paramount Pictures and the producers and everyone who helped on the movie, including the brilliant director Dexter Fletcher and Giles Martin, who did an amazing job with the music.
thank you to everyone for making my life come to the screen. And I said before tonight that even if the movie doesn't make 1 penny at the box office, which will kill Jim Giannopoulos down there, it is the movie that I wanted to make. And that is sometimes a rare thing. So... Allez, on enchaîne. On a encore des files d'attente à faire après l'émission. Hein. Et oui, d'ailleurs, Rocketman, on en parlera dans une émission de Nos Ciné, puisque le film sort en salle. On lui consacre une émission en entier dans quelques jours. Mais du coup, on va plutôt se concentrer sur la compétition cannoise. Et puis, sur la planche, on a deux beaux lascars, hein. Deux gros morceaux. deux habitués de la croisette, Ken Loach et Pedro Almodovar, qui ont dévoilé leur film. On va commencer par Ken Loach. Tu nous avais annoncé, Perrine, dans la première émission que tu allais chialer ta race. Comment ça s'est passé? Eh ben, bingo. On est sur un bon... T'avais bien vu venir le truc. Date ce bingo. Oui, après, c'est aussi parce que Ken Loach, de toute façon, moi, peu importe ce qu'il fait, je suis un petit peu en larmes. Mais encore, je l'avais dit, hein, c'est l'accent du nord de l'Angleterre. Moi, je peux rien faire contre ça. Alors juste, je raconte vite fait de quoi ça parle. Ça s'appelle Sorry We Missed You, hein, que je dis avec mon petit accent français. Très beau. Qui est aussi beau que ton accent brésilien. Qui fait craquer tout le monde. Ouais, une émission, un accent, c'est... Et du coup, ça se concentre sur l'ubérisation de notre société. En gros, on suit une famille... à Newcastle et en particulier le père qui décide de se lancer dans le business de la livraison de colis. Il a l'impression de s'émanciper des patrons, mais en fait c'est un peu revenir à l'esclavage moderne. Ouais, voilà, on revient à Zola presque. Et puis tout va de mal en pis pour nos petits Anglais. Qu'est-ce que tu en as pensé, Perrine, du coup? Je vais tout de suite évacuer ce qui, pour moi, est la limite du film potentiellement, c'est que Ken Loach est pas très connu pour faire vraiment dans la subtilité au niveau de la misère humaine, et franchement, on frôle parfois le misérabilisme pour moi dans le film, mais justement, il arrive toujours à être juste un cran en dessous pour pas tomber dedans et nous raconter cette histoire de cette famille anglaise. Et c'est ultra puissant en fait, c'est-à-dire qu'on parle souvent en effet d'ubérisation, c'est quelque chose un mot qu'on entend partout tout le temps, mais là il nous fait voir les conséquences en fait directes, psychologiques, physiques, et surtout à quel point la société qu'on est en train de créer, cette fausse société ce néolibéralisme qui fait qu'on doit tout décider par soi-même, mais qui au fond est très individualiste. En fait, comment il est en train de tuer l'humain, en train de faire disparaître le lien humain entre les gens, donc au sein d'une famille, avec des collègues de travail encore plus, mais voilà, et comment cette famille fait de la résistance pour entretenir, encore une fois, tenter d'entretenir en tout cas ce lien. Mais en même temps, Ken Loach nous dit, et c'est ça qui est très triste en fait, Ken Loach qui s'est battu un petit peu toute sa vie toute sa vie même, pour des causes sociales. Et c'est très triste parce qu'à la projection, il disait que c'était peut-être son dernier film, que ce serait peut-être la dernière fois qu'il viendrait à Cannes, ce qui fait un peu mal au cœur. Et de me dire que s'il terminait sa carrière sur un film triste comme ça, où clairement il a dit un petit peu « on a perdu », moi ça me fait vraiment mal au cœur. Donc, mais je trouve que c'est un très beau film. Ouais, toi Hugo qui a l'impression de voir que des films désespérés, c'est tout à fait dans le ton du reste de cette sélection, je trouve. C'est clairement, il y a pas de rébellion possible, c'est comme ça, c'est un diagnostic, le monde va mal, on peut pas y faire grand chose. Et dès le début, en fait, je pense qu'il se fait pas embaucher parce qu'il a le choix, il a décidé de travailler comme ça à son compte. C'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui, et donc il fait ça parce qu'il faut faire ça. Et sa compagne, pareil, aide à domicile, et elle fait ça, elle compte pas ses heures, et puis c'est parce que le système est fait comme ça. Mais là où je trouve que ce film est beaucoup mieux que, par exemple, moi, Daniel Blake, qui avait remporté la Palme la dernière fois. Son dernier film. C'est que, comme tu disais, effectivement, ça frôle le misérabilisme, mais il n'y a jamais de gros coups d'éclat, de trucs... À plusieurs moments, on se dit, putain, à un moment, il est dans sa voiture, il est en train de moitié s'endormir. On se dit, putain, il va y avoir un accident, ça va être tragique et tout. Et en fait, ça franchit jamais la barrière du misérabilisme, contrairement à Daniel Blake, pour ceux qui l'ont vu. Moi, je trouve pas pour Daniel Blake non plus, mais bon. Ouais, moi, je trouve qu'on est très au-delà. Et surtout, on a affaire à des personnages, quoi. Il
une famille complète. Il y a Ricky et Abby et leurs enfants. Et les enfants ont aussi une personnalité, ils ont aussi des aspirations. Et en fait, c'est en racontant cette famille qu'ils racontent le monde. C'est pas en racontant des faits, ce qui se passe au travail et tout. Ils racontent ça, mais c'est presque périphérique par rapport au film. En fait, ils racontent la vie d'une famille. Et même en dehors de cette famille, il y a aussi des personnages qui vivent. Et il y a le personnage du patron que moi je trouve super parce que c'est un énorme connard en fait. Mais il est crédible parce qu'il a conscience que c'est un énorme connard. À un moment, il y a un monologue presque à la Tarantino. Il dit moi, je suis un connard, je sais très bien. Et en fait, tous ces personnages vivent, ce qui était pas le cas de Daniel Blake, où pour moi, c'était que des fantômes. Et c'était un peu des symboles de cette société qui fait des victimes chez les pauvres. Et en fait, là, on a vraiment affaire à un film, quoi. Il y a aussi peut-être un aspect, c'est que c'est pas la même classe sociale que Daniel Blake. En fait, là, on est plus des gens qui sont de la classe moyenne, donc qui sont peut-être avec lequel n'importe quel spectateur arrive plus facilement à se connecter. Classe moyenne basse quand même. Oui et non. Enfin, en fait, c'est le truc, c'est qu'il y a une paupérisation générale de la société et que des gens qui étaient dans la classe moyenne il y a encore quelques années. Et d'ailleurs, on voit, c'est expliqué dans le film, ils sont pas passés loin de pouvoir s'acheter une maison et il y a eu une faillite de la banque Northern Rock la crise qui les a empêchés de le faire et ils font partie d'énormément de gens qui sont de plus en plus pauvres alors que de base ils viennent plutôt de la classe moyenne, alors que dans Daniel Blake on avait déjà des gens qui étaient dans des situations extrêmement difficiles, qui vont au pôle emploi local, au pôle emploi et même j'oublie le terme, les restos du cœur, au resto du cœur à l'équivalent. Donc il y a cet aspect-là. Moi je trouve ce qui est très fort, et là c'est vraiment le talent de Paul Laverty, le scénariste attitré de Ken Loach, qui arrive toujours à créer des mécaniques qui entraînent les personnages dans quelque chose d'ingérable. C'est vraiment une écriture de tragédie moderne qui est toujours très efficace, et là qui repose effectivement, et là je suis d'accord avec Hugo, sur des personnages qui sont magnifiques, et surtout en fait la mécanique tragique est d'autant plus puissante la plupart des personnages font vraiment tout pour que ça se passe bien, et notamment les parents. Enfin, c'est des parents enfin, cette famille, elle est belle, quoi. Elle est entre la petite fille qui a des maux de ventre parce que son frère part en sucette, la mère qui essaye tout pour maintenir sa famille à flot. Enfin, il y a un truc qui est vraiment très très émouvant, qui du coup ça peut être la limite pour certains, donner l'impression d'être un peu un tire-larme, mais en même temps, quand le cinéma arrive à le faire, en fait, pour moi, c'est bravo, c'est gagné, quoi. Bah ouais, et en plus, il se passe rien de réellement tragique, en fait. C'est juste des. Après, ils sont dans la merde financièrement, mais en fait. C'est l'accumulation, en fait. C'est le trop plein pour eux. C'est ça qui est tragique, en fait. Vraiment, c'est de dire qu'ils peuvent pas remonter à la surface, c'est quand même ça qui est dur, quoi. Ouais, voilà, c'est le constat diffus à travers le film qui est tragique, mais. Et ce qui est d'autant plus, enfin, ce qui est vraiment catastrophique, c'est ce qui est en ligne de mire, et c'est ça qui fait que c'est un film vraiment désespéré, c'est qu'on se dit c'est impossible de se sortir. Ça va être de pire en pire pour eux. C'est inextricable, mais je reviens juste à ce que tu disais, Hugo, tout à l'heure. Tu disais à travers cette famille, on a un peu un portrait plus général de la société, et l'idée d'être dans le spécifique pour parler de l'universel, c'est même dans la mise en scène du film. En fait, au tout départ, on est sur un noir à l'écran et on entend juste quelqu'un, donc en l'occurrence le père de Ricky, le père de famille, qui parle, qui raconte son CV. Et on a juste un mec qui dit j'ai fait de l'élagage, j'ai fait du machin, j'ai fait du bidule. Et cette idée de noir comme ça, avec tout plein de métiers manuels ou autres que beaucoup de gens ont fait ou pu faire, etc. Je pense qu'il y a un moyen que tout le monde puisse se reconnaître. C'est ultra universel. Et hop, d'un seul coup, on rentre dans le spécifique. Et par on a l'image, on a la personne, on rentre dans le spécifique, et c'est ce spécifique-là qui finalement va tendre à l'universel. Je trouve qu'il y a vraiment une réflexion de la part de Ken Loach qui est superbe. Ouais, c'est ça. Et puis le fait de montrer une famille, effectivement, tout le monde peut se reconnaître, et même ça raconte aussi la crise d'ado d'un enfant d'une famille de la classe moyenne, et en fait ça c'est pareil, c'est un sujet universel. En fait il se focalise pas, enfin forcément il parle de son sujet, mais il se focalise pas dessus, il fait un petit peu des détours, et c'est peut-être ça qui fonctionne le mieux, en fait.
Alors on enchaîne avec un autre film de la compétition, c'est Douleur et gloire de Pedro Almodóvar. Pedro qui court toujours après sa palme et qui là signe un film extrêmement personnel, puisqu'on peut clairement y voir un autoportrait. Par exemple, l'affiche française du film montre une ombre qui clairement fait penser au profil de Pedro Almodóvar. Le film est en salle. Et raconte donc l'histoire d'un cinéaste qui se retourne vers son passé. Qu'est-ce que tu en as pensé, Hugo ? Je dirais que c'est un film intéressant quand on s'intéresse énormément à la carrière de Almodóvar. Après, moi, je trouve que par rapport à ses précédents films, j'ai eu plus l'impression que c'était... Ça ressemblait un peu à un pilote de série, en fait. Ça ressemble à un pilote de série sur un cinéaste dépressif où il installe les enjeux, c'est-à-dire les personnages, des arcs narratifs qui peut-être vont se développer plus tard. Et en fait, ça m'a laissé un peu sur ma faim parce que ça fait un peu tranche de vie de cinéaste dépressif. Du coup, j'attendais toujours que ça démarre ou que ça se termine ou qu'il se passe quelque chose. Et en fait, il se passe jamais vraiment grand-chose. Donc, je pense que si on est fan hardcore d'Almodóvar, on retrouve des traceurs de sa vie, de son cinéma. Mais je trouve ça beaucoup moins bien que ce qu'il a fait avant, en fait. Enfin, c'est une autre proposition, en tout cas. Clairement, sur les traceurs de la vie et surtout du cinéma d'Almodóvar, c'est-à-dire que le film est traversé par... on voit du Tout sur ma mère, on voit du Bolwer, on voit La mala educación, on voit vraiment tout le cinéma d'Almodóvar recité dans ce film-là, en fait, clairement. Et c'est ça qui m'a fait presque un peu peur. Moi, pour le coup, j'étais complètement sous le charme du film d'Almodóvar. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans. Ouais, j'étais à côté de toi dans la salle. Au bout d'un moment, t'es rentré dedans. Oui, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, c'est vrai. Et en fait, à un moment donné, je suis partie en full larmes. Je me disais, elle est enrhumée ou qu'est-ce qui se passe? J'arrêtais pas de pleurer. Mais alors, à quel moment il y a un moment donné, il y a un monologue, il y a une séquence de monologue qui, moi, m'a fait complètement basculer dans le film. Et à partir de là, en fait, c'est là où d'un seul coup, j'ai compris ce qu'il était en train de faire. Parce qu'au début, je me suis trouvé que c'était un petit peu survolé, un petit peu sitcom pour le coup. Il y avait quelque chose, je me suis dit, qu'est-ce qui me fout? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, j'étais pas du tout, je comprenais pas. Et là, d'un seul coup, j'ai tout pris dans la tronche. Donc, c'est en effet un homme qui revient sur son passé, ou bien comment le passé, par petites touches, donc avec le retour d'un amant, une histoire avec la mère, l'enfance, un tableau, plein de choses font l'effet d'un puzzle qui va venir se recomposer pour lui. Lui qui avait perdu l'envie de vivre, lui qui avait perdu la foi, qui avait plus de désir en fait, qui avait décidé de lâcher prise, d'abandonner, et parle des éléments du passé, parce que le passé a cette merveilleuse tendance à vouloir se recomposer ou ressurgir à plein d'autres moments. Il va redécouvrir une sorte d'envie de vivre, une envie de créer. Et pour lui, créer, c'est vivre. Donc moi, j'ai trouvé que c'était très beau, mais ça m'a un peu inquiétée pour Pedro, parce que le film a quasi valeur testamentaire en fait. Et j'ai trouvé ça un peu flippant, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, Pedro, là? Parce que est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il a fait le tour, et en même temps, la toute dernière scène du film, je ne la raconterai pas, mais la toute dernière scène du film te dit, ouais, il a fait un tour, mais c'est pas fini. Il va continuer à créer parce qu'il a redécouvert la passion, il a redécouvert la flamme, il a redécouvert l'envie. Et parce qu'il a pu revoyager à travers son passé. Et moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment splendide. Pour l'instant, c'est un des plus beaux films que j'ai vus de Cannes. Alors visuellement, c'est superbe en tout cas. Sublime. La mise en scène, c'est Almodóvar. Ouais, tout de suite, on retrouve pour le coup ces traceurs visuels, les couleurs, un sens de la composition et tout extraordinaire. Moi, je suis très fan d'Almodóvar, en particulier justement pour ses qualités de metteur en scène visuel et de savoir raconter les histoires par la caméra. Et j'ai été un petit peu... En fait, je suis resté sur ma faim avec le film, mais je dirais pour d'autres raisons que toi, Hugo. C'est... en fait, mon problème, c'est que... Je trouve que son cinéma a toujours travaillé l'émotion de manière intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un transfert en fait entre l'émotion de ce que vivent vraiment les personnages et leur mise en scène et la manière dont ils la portent à l'écran.
Et là, c'est encore plus vrai dans le film parce que notamment, ça passe par, à un moment donné, le monologue, c'est une pièce de théâtre qui est écrite et jouée. Donc, il y a toujours un niveau d'abstraction supplémentaire, où, comme s'il mettait à distance l'émotion. Et dans ses meilleurs films, dans Parle avec elle, dans Tout sur ma mère, il joue aussi avec le théâtre, avec des spectateurs, avec des jeux de regard, des choses comme ça. Et là, c'est encore plus au cœur du film, puisque c'est l'histoire d'un cinéaste. Donc, toujours, il y a la question de qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on raconte. Et ce que je trouve brillant dans son cinéma, c'est que, bien que ça soit avant tout intellectuel, il y a toujours un truc où il y a quelque chose qui vrille chez moi pendant le film, où je passe de juste l'état de réflexion de dire ah oui, ok, il est en train de faire ça, et en plus, comme c'est un réalisateur hyper cinéphile, souvent il y a une couche de référence qui se mélange à tout ça. Et là, j'avais que le plaisir intellectuel, et j'ai jamais eu je suis jamais tombé, comme Perrine, à être vraiment ému sincèrement. Donc, alors peut-être qu'il y a un peu de fatigue, et si je revois si je revois le film, non, mais pour moi, je veux dire, c'est-à-dire que c'est peut-être la fatigue. Non, mais c'est pour ça que je te dis, quand je dis fatigue, de quoi tu parles? On est tous en pleine forme, voyons. Et peut-être que, j'ai très envie de revoir le film là, dans quelques jours, en rentrant, et de voir si à la deuxième vision ça peut J'ai très envie de le revoir pour repleurer. Et en fait, ça m'avait fait la même chose avec un autre film qui avait été présenté à Cannes et auquel j'ai beaucoup pensé. C'est Mia Madre de Nanni Moretti. Qui aussi avait beaucoup ému les gens à l'époque. Moi, m'avait laissé un peu de marbre, et encore une fois, alors que de base, j'étais très fan de Moretti. Et voilà, j'ai ce petit truc de, je sais pas, c'est comme s'il y avait une couche de méta trop importante. C'est-à-dire que de toute façon, même quand il raconte une histoire de coma et de tauromachie, il trouve une manière de parler de cinéma. Là, quand il se retrouve à parler déjà de cinéma, ça rajoute une couche qui me tient trop à distance du film, et ça m'a un peu gêné. Ah ouais, c'est marrant, moi j'ai trouvé ça au contraire très premier degré, mais après... Je trouve que la première partie, elle est plus que dans ce que tu disais, que à partir du monologue, pour moi, on est carrément dans le premier degré, mais ultra premier degré. Ouais, mais avec de l'abstraction par la mise en scène, c'est-à-dire que ça c'est quand même du premier degré, si tu veux, mais par un acteur qui est en train de jouer une pièce. Non, après le monologue. Ah, pardon. Après le monologue, pour moi, c'est du premier degré. Ouais, enfin au début c'est un mec qui raconte sa vie, il dit je suis malade tout le temps, il raconte un peu son enfance et tout, finalement. Après peut-être qu'on n'arrive pas sur les films de la même manière, c'est-à-dire que toi peut-être tu te dis je vais voir un Almodovar, donc du coup tu commences à voir ce qu'il y a derrière quand il filme quelque chose, alors que moi j'arrive, j'attends qu'on me raconte une histoire, et c'est aussi là où j'étais un peu frustré, c'est qu'on me raconte pas une histoire. On me raconte des petits événements qui se produisent dans le quotidien d'un gars qui n'est pas en forme. Pour résumer. Je te trouve un peu dur. Alors clairement, il n'est pas en forme, le Pedro. Du coup, pour lui remonter le moral, le mieux, c'est d'aller voir le film, donc, qui est sorti le 17 mai. Mais c'est vrai qu'il y a de l'espoir, contrairement à 92%. Oui, et c'est le film qui te dit non, c'est bon, c'est pas mort. Ça finit sur comment je me suis sauvé la vie, quoi. On va terminer du coup avec nos petites recommandations, parce qu'en fait on voit plein de films dans les différentes sélections. On peut pas parler de tout ce qu'on a vu, on essaiera de revenir un peu sur ce qui n'a pas été évoqué dans le bilan à la toute fin du festival, mais on peut parler de choses et d'autres qu'on a vues, que ça soit en officiel ou ailleurs. Hugo, est-ce que il y a des choses qui t'ont marqué? Alors moi j'ai vu un film en séance spéciale, je crois, ou hors compétition. En tout cas, c'est pas dans les sélections parallèles. C'est un film d'Alain Cavalier, un documentaire. Moi je suis assez cavalier-phile, donc pour ceux qui connaissent pas Alain Cavalier, c'est quand même du documentaire très expérimental. C'est un mec qui a une caméra DV tout le temps sur lui, donc il filme à peu près tout ce qui se passe dans sa vie, et il en fait des films. Des fois il raconte des trucs en même temps, il parle, il chuchote, il filme beaucoup de cucurbitacées. Et dans ce film-là, il y en a énormément. En racontant tu l'as dit franchement sans vriller, magnifique. Hein. Je me suis entraîné. Ouais, c'était beau. Hein. Et donc là, en fait, ça parle pas que de cucurbitacées. Au départ, il avait un projet de film avec Emmanuelle Bernheim, qui est une écrivaine qui est également la compagne de Serge Toubiana, qui est un ancien directeur de la Cinémathèque, je crois. Ouais. Bref, ils avaient un projet de film. Et dirigeant de Unifrance maintenant. Voilà, qui était une adaptation d'un livre d'Emmanuelle Bernheim qui parlait de son père qui avait souhaité finir ses jours volontairement.
Il voulait faire un film sur l'euthanasie basé sur ce bouquin d'Emmanuel Bernheim, et il se trouve que Emmanuel Bernheim, pendant qu'il préparait ce film, est tombé malade. Et en fait, ils n'ont pas pu faire ce film. Et le film dont je parle aujourd'hui, qui s'appelle Être vivant et le savoir, c'est un film sur le fait qu'ils n'ont pas fait ce film avec Emmanuel Bernheim. Et donc, ça raconte la maladie d'Emmanuel Bernheim et tout ce qui s'ensuit. Et c'est très beau, c'est très émouvant. Alain Cavalier, il a une façon de raconter des choses très, très difficiles, de manière très, très légère. C'est vraiment très émouvant. C'est un peu drôle, même parfois. C'est dans les bons films d'Alain Cavalier. C'est dans la continuité de ce qu'il a fait précédemment. Donc voilà mon conseil. Ok, Perrine. Je vais aussi aller sur un documentaire. Ça, c'est marrant. On est Cannes, c'est documentaire, quoi. Et là, on part au Chili avec Patricio Guzmán et la Cordillère des Songes. Patricio Guzmán, c'est un cinéaste chilien qui ne parle que du Chili depuis le début de sa carrière. Ça va faire 46 ans qu'il parle que du Chili. Et il en parle merveilleusement bien. Et avec une seule obsession, une seule figure qui revient comme un fantôme ou pas, enfin quelque chose de très actuel tout le temps. C'est la fameuse dictature de Pinochet. C'est son trauma absolu, et c'est ce qui a fait qu'il a quitté son pays. Et là, il en parle une fois de plus, mais dans le délire des films qui sont en grosse déprime, il se pose là aussi. Finalement, Patricio Guzmán, il n'est pas non plus hyper ambitieux. Mais c'est marrant comme les films se répondent cette année. C'est assez dingue, en fait, en vrai. Et beaucoup de films se répondent les uns avec les autres. Même à les mélanger c'est assez ouf. Mais c'est assez hallucinant, parce que là, quand j'ai vu le Patricio Guzmán, j'ai autant pensé aux Misérables de Lajli qu'à Almodovar qu'à ce cher Ken Loach, parce qu'il est en train de nous raconter, donc, par la figure de cette cordillère des Andes, sublime, magnifique, montagne incroyable, c'est volcan, c'est absolument grandiose. Statique, il nous explique que c'est un témoin de l'histoire, c'est ce témoin qu'on ne regarde plus parce qu'en fait on ne veut pas faire face à notre histoire, et en particulier le Chili ne veut pas faire face à sa propre histoire, décide d'oublier, mais le problème d'oublier, c'est qu'on prend le risque d'aller droit dans le mur, on prend le risque d'oublier comment cette société qui est en place à l'heure actuelle au Chili est née dans la force, est née dans la violence, et rien n'a vraiment changé depuis la fin de la dictature de Pinochet. Et même si il n'y a plus de meurtres et de disparitions et de tortures, techniquement, on fait ça autrement, avec des coûts d'argent, mais c'est l'argent qui va. Et là, on rentre avec l'ubérisation et on retrouve notre ami Ken Loach. Mais l'idée de l'individualisme, le fait que c'est une société qui ne se parle plus, qui ne s'écoute plus, il utilise le Chili comme un prototype de ce qui est en train d'arriver dans le reste du monde. En réalité, il explique que c'est le premier pays qui a été vraiment néolibéraliste et qui en fait, ne s'en est jamais remis. Et il termine son film en disant il faut retrouver sa joie et son enfance. Il faut que le Chili retrouve sa joie et son enfance. Donc il espère, mais en même temps, il est très triste de ce qui est devenu son pays. Un pays triste, un pays qui ne veut même pas se regarder en face. Et en fait, il parle du Chili, mais il parle du reste du monde. Et c'est un pur chef-d'œuvre. C'est un pur chef-d'œuvre. Et je vais chialer, encore. C'est beaucoup de fun dans ce festival. Festival de la grosse déconnade. Alors moi, je vais recommander 2 films que j'ai vus à un certain regard qui, dans la forme, ont absolument aucun rapport, mais qui tous les deux racontent une histoire d'amitié. Le premier, c'est The Climb de Michael Covino. C'est un premier film américain qui est une comédie et qui raconte une histoire d'amitié entre 2 hommes. Qui s'étale sur plusieurs années. C'est un peu une sorte de comédie à sketch, disons qu'il y a c'est chapitré et en fait on passe d'une séquence à l'autre et en général il y a des grandes ellipses entre les différentes séquences et la plupart des séquences sont des plans séquences assez bien mis en scène, même si globalement visuellement c'est pas extraordinaire. Et la toute première scène du film, on retrouve les 2 personnages en train de grimper à un col à vélo en France. Et ils ont une conversation, il y en a un qui est un petit peu plus à l'aise sur le vélo et l'autre qui découvre. Celui qui est en train de découvrir et qui a du mal à pédaler va se marier. Il parle un petit peu de ça, et puis celui qui est devant, quand le col commence à vraiment monter, lui dit bon, en fait j'ai couché avec ta future femme. Et après il accélère. Et donc c'est le point de départ. Donc ils passent leur temps à se faire des crasses avec, en plus il y a un peu un rapport de force entre les deux. Il y en a un qui est
globalement quand même un bon connard, et l'autre qui lui laisse tout passer, mais en fait c'est une bonne amitié toxique, quoi. Oui, mais ça part vraiment sur un concept d'amitié toxique, et en fait c'est plus compliqué que ça. Et c'est la même chose avec l'autre film dont je voulais parler, qui s'appelle Une grande fille. C'est le film de Kantemir Balagov, très jeune cinéaste russe, dont c'est le deuxième film. C'est un élève d'Alexandre Sokourov, qui avait marqué Cannes il y a 2 ans avec son premier film qui s'appelait Testnota. Et là, on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et on suit deux femmes qui sont devenues amies sur le front russe. Et c'est une histoire extrêmement complexe en fait sur leur relation. Il y a une psychologie extrêmement dense. Ça part du fait qu'en gros une des deux amies gardait le fils de l'autre pendant que l'autre continuait à se prostituer sur le front. Puis elle se retrouve. Il s'est passé un truc pas cool avec le fils, sans vouloir trop spoiler. Depuis le début, c'est pas cool. Et voilà, c'est la grande force de Balagov, c'est son sens de la mise en scène. C'est super bien construit. Il y a des idées tout le temps, des idées de plans incroyables, des idées de composition vraiment superbes. L'histoire suit ces deux personnages. Les actrices sont complètement dingues. A priori, c'est des actrices débutantes et elles étaient là à la projection. J'avais l'impression qu'elles étaient encore dans leur rôle. Elles étaient très 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 bizarres. Et le truc est tenu à une force incroyable. Voilà, donc c'est 2 films sur l'amitié, des amitiés complexes. c'est pas le cœur des hommes, hein. Et ça fonctionne très bien. Et comme tu disais tout à l'heure, Perrine, moi j'aime beaucoup quand les films commencent à se répondre, même dans des genres, dans des pays, dans des styles très différents. Et tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste très rapidement un autre film en recommandation qui était à la semaine de la critique, c'est J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, et un film d'animation qui sera d'ailleurs aussi en sélection à Annecy au mois de juin. Et c'est un très très beau film d'animation pour adultes, assez dur et en même temps très très poétique sur le souvenir de la sensation du corps, comment le corps... C'est l'histoire d'une main qui a perdu son corps. C'est l'histoire d'une main qui a perdu son corps, littéralement, c'est une main qui cherche son corps. Donc en même temps, on est sur la quête de cette main qui cherche son corps et qui est toute sur cette histoire de la sensation. C'est-à-dire la main se souvient, mais la main se souvient de ce qu'elle a ressenti, de ce qu'elle est la mémoire du toucher. Et c'est très beau. Et en parallèle, on voit l'histoire de ce jeune homme, comment on en est arrivé à cette histoire de main. Mais la vie de ce jeune homme, il y a une belle histoire d'amour en parallèle. C'est un très beau film d'animation avec une mise en scène très intéressante, un montage très intéressant surtout. Donc je recommande vivement, et je pense que j'en reparlerai à l'occasion sur d'Annecy ou autre, mais c'est vraiment un très beau film. Merci beaucoup Perrine, merci Hugo, merci à tous d'avoir écouté cet épisode, merci à Solène et Quentin pour la réalisation, merci à Camille, Juliette pour la prod. Retrouvez-nous pendant tout le festival sur Binge Audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. On revient très vite pour la suite de ce festival Cannes 2019. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.